Saint-Denis, dans le 93. La ville de tous les paradoxes et de tous les fantasmes. Un monde presque à part, emblématique d'une certaine forme de mal-être à la française. En première ligne, les médecins et les infirmiers de l'hôpital de La Fontaine doivent quotidiennement faire face à des situations difficiles. Tous les jours, 300 personnes passent par cette salle d'attente. C'est 20 fois plus que la moyenne nationale. Elle est où, votre mari? C'est qui? Une fois de plus, Thierry, l'infirmier chargé de l'accueil, est débordé. Son rôle, faire le tri entre tous les patients et repérer les vraies urgences. Après, monsieur, asseyez-vous, je vous rappelle tout à l'heure. Les soirs de week-end, c'est encore plus difficile, car plus d'un quart des patients viennent consulter pour des coups et blessures dus à des bagarres ou des règlements de compte. Bah, j'aimerais bien voir le jour, là, mais c'est n'importe quoi. Je peux voir quelque chose pour l'attacher? Parce que là, Carrément, tout à l'heure, il descend, il tombe. Il s'éclate la tête par terre. Ouais. Son service vient à peine de commencer et déjà un premier patient victime d'une agression. Alors, vous voulez voir un médecin, monsieur? Vous voulez qu'on voit un médecin? Bon, il faut se calmer un petit peu, là. Vous vous levez, vous risquez de vous faire plus mal qu'autre chose. L'individu est alcoolisé et agité. Il a été retrouvé inconscient dans la rue. Son état paraît inquiétant, alors Thierry préfère qu'il soit rapidement examiné par un médecin. C'est le docteur Boilem qui prend le relais. Docteur, dans son... Voilà. Non, c'est pour voir si la plaie, elle est... Non, attendez 2 secondes. Ça fait mal. Voilà. Alors que le médecin pense la blessure, le patient se confie sur les circonstances de son agression. Comment? Il voulait mon téléphone, c'est rien. Demandez acheter mon téléphone. Il fait comme ça, je sais pas mon frère. Oui, ils vous ont pris le téléphone, mais malgré ça, ils vous ont... Oui. C'est ce qui se passe généralement. C'est-à-dire, même s'ils ont ce qu'ils veulent, vous n'allez pas vous échapper pour l'agression. C'est toujours la même chose. Le jeune homme s'en tire avec une fracture du nez. Il repartira le soir même. Un cas classique pour le docteur Boilem. Dans cet hôpital, il doit régulièrement soigner des plaies par arme blanche et même des blessures par balle. Ce qui est malheureux, c'est que des fois, c'est des agressions un petit peu gratuites. Vous avez l'impression que c'est propre à Saint-Denis ou... C'est pas propre à Saint-Denis, mais c'est plus fréquent à Saint-Denis. Ce soir, le personnel soignant n'est pas au bout de ses peines. Dans la salle d'à côté, une autre victime d'agression. C'est Kamel qui va s'occuper des soins. Qu'est-ce que vous êtes arrivé? J'ai pris un coup de barre de fer. Ouais. Et après, j'ai dégringolé à peu près 2 étages d'escalier. Excusez-moi. Donc on vous a agressé? Ouais. D'accord, vous connaissez la personne qui vous a agressé? Non. La jeune femme se promenait avec son mari dans le centre-ville quand 2 hommes ont tenté de lui voler son sac armés d'une barre de fer. Heureusement, les premiers examens n'indiquent pas de fracture, juste une arcade sourcilière ouverte. Comme la zone est très difficile à anesthésier, elle devra supporter la douleur. 4 points de suture que le docteur Kamel s'efforce de faire rapidement. L'anesthésie, elle sert à rien, sérieux! Ah! Ça y est, ça y est. Ah, putain! Ça y est, ça y est. Ah! Ça me fait moins mal limite quand il m'a mis le cours de barre de fer. Ça y est, madame. On fait le nœud, ça y est, c'est... Ah! La jeune femme travaille à Saint-Denis depuis 5 ans. Elle est commerçante. Ce n'est pas la première fois qu'elle se fait agresser. Elle avoue même aux médecins prendre des précautions pour se défendre. Il n'y a pas un jour où je me fais pas... désolé du terme, on m'emmerde pas dans la rue, dans le métro, dans le train, dans le bus, n'importe où. Saint-Denis, faut dire, ça fait peur, c'est tout. Tellement j'ai peur tous les jours, je prends un couteau sur moi pour me défendre au cas où. Le jour où je l'ai pas, c'est là où je me fais agresser. La préfecture refuse de donner des chiffres sur la délinquance à Saint-Denis. Selon l'hôpital, les urgences accueillent chaque week-end entre 7 et 10 victimes d'agression par jour. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Mais c'est pas possible. Bagarre, règlement de compte, précarité. Mettez-vous sur les jambes. Mettez-vous d'abord sur les jambes. Ce soir, une fois encore, les infirmiers et les médecins vont être très occupés. Il est un peu plus de 23 heures, la salle d'attente ne désemplit pas. La nuit s'annonce chargée.
Célèbre pour son stade et pour sa basilique qui abrite les tombeaux des rois de France, la cité du 9-3 est aussi réputée pour son école de la Légion d'honneur. Un pensionnat de jeunes filles très strict qui tranche avec le reste de la ville. Car Saint-Denis est aujourd'hui l'une des villes les plus pauvres de France. C'est aussi la ville qui compte le plus d'immigrés par habitant. Sur une population de 110 000 personnes, plus de 30 000 sont de nationalité étrangère selon l'INSEE. Ce contraste façonne la commune depuis des dizaines d'années. Elle est aujourd'hui divisée en 3 univers bien distincts qui ont leur propre code. Au sud, le quartier d'affaires. Plus d'une cinquantaine d'entreprises du CAC 40 y ont leur siège, attirées par des prix de l'immobilier très attractifs. Au centre, le quartier commerçant avec la mairie et la basilique. Plus au nord, ces quartiers défavorisés avec des cités dites sensibles. Desservie par le métro parisien, la ville offre un fort potentiel. Pourtant, son taux de chômage à près de 24% est l'un des plus élevés du pays. Et la délinquance y est 2 fois plus importante que la moyenne nationale. Une criminalité qui donne à la ville une mauvaise réputation. C'est aussi à Saint-Denis que se sont cachés les terroristes qui ont ensanglanté la France en novembre 2015. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi le quotidien de ces habitants pris en étau entre un communautarisme grandissant et une forte délinquance. Adjoint au maire, Hakim est un modèle de réussite à Saint-Denis. Fervent musulman, il a décidé de s'engager au quotidien pour défendre sa communauté et cette ville cosmopolite dont il est très fier. C'est un plus, on apprend, on voit des choses et puis c'est festif, c'est pas monotone, voilà. Avec plus de 130 nationalités, la commune détient le record français. Et ce n'est pas sans conséquence. Dans le centre-ville, les commerçants ont dû s'adapter à cette nouvelle clientèle. Le malheur, c'est tout ici à Saint-Denis. J'ai beaucoup de clients qui sont... Si je devais revendre, je pense que malheureusement, ça finirait une boucherie musulmane, je pense. À l'origine de toutes les crispations, le trafic de produits stupéfiants et les violences qui en découlent. Saint-Denis est devenu un supermarché de la drogue. Et les policiers peinent à endiguer le phénomène. Le matin, c'est qui est dans ma tête, c'est normal. Face à cette forte délinquance, les entreprises édifient des forteresses pour sécuriser leurs salariés. C'est le cas à la Cité du Cinéma, un Hollywood à la française. C'est un site privé, gardé, et on ne peut rentrer que si l'on est invité. Qui sont ces habitants? Comment vivent-ils à Saint-Denis? Enquête sur la cité du 9-3, une ville qui ne ressemble à aucune autre. Longtemps ville industrielle, Saint-Denis est depuis les années 50 une terre d'asile pour des générations d'immigrés. Cette politique d'accueil a été mise en place par le Parti communiste. C'est lui qui règne en maître sur l'imposante mairie du centre-ville. Depuis presque un siècle, ce mouvement politique n'a jamais perdu une élection municipale. Hakim est l'un des adjoints au maire. Ce matin, il se rend à la mairie pour célébrer des mariages. Comme souvent dans cette ville cosmopolite, qui compte plus de 130 nationalités, les cérémonies ont un parfum d'exotisme. Pardon ? La journée de l'adjoint au maire s'annonce chargée. 7 mariages sont prévus dans la journée. Celui, c'est pour Bali. C'est pour vous, celui-ci. Celui-là, Ouais. c'est pour moi? C'est le deuxième pour Bali. D'accord, ok, y a pas de souci. Hakim fait partie de ces Français nés en Algérie avant l'indépendance du pays. Il n'est arrivé en France qu'à 23 ans. Alors c'est toujours avec une certaine émotion que ce fervent musulman enfile son écharpe tricolore. C'est une fierté d'être là et puis qu'il y a de la reconnaissance, qu'on peut apporter, amener de plus. Le moment est solennel. Les futurs époux sont français d'origine maghrébine. Ils vont s'engager pour la vie devant Hakim. Madame Farida, consentez-vous à prendre pour mari illégitime époux, monsieur
Et vous, monsieur, consentez-vous à prendre pour femme illégitime épouse Madame Farida Oui. Au nom de la loi, nous déclarons que vous êtes unis par le mariage. Félicitations et longue vie à vous. Au rythme des chants traditionnels, les mariés vont poursuivre la fête à l'extérieur. Dans l'escalier, d'autres attendent leur tour. La plupart sont issus de l'immigration, une fierté pour le maire adjoint. Chaque nationalité, chaque communauté, même si elle est intégrée dans la société française, a ses cultures, sa façon de faire. Et donc, c'est un plus. On apprend, on voit des choses, et puis c'est festif, c'est pas monotone, voilà. Entre Hakim et Saint-Denis, c'est une histoire d'amour. La ville lui a permis de faire une carrière exemplaire. En plus d'être maire adjoint, il est professeur dans un lycée technique. Mais surtout ici, Hakim peut pratiquer sa religion comme il l'entend, un islam sunnite modéré. Pour le déjeuner, il a décidé d'emmener ses jumeaux Bilal et Sabrinel, 10 ans, au restaurant. Tu vas manger quoi, toi? Dans la famille, tout le monde mange halal et à Saint-Denis, ses enfants ont l'embarras du choix. Installé sur 450 mètres carrés en plein centre-ville, ce fast-food halal est le plus grand d'Europe. Salam alaikum. Bonjour. Tu manges quoi, toi? Bonjour. Alors, kebab, le menu kebab. C'est l'adresse incontournable de la communauté musulmane. Ici, le personnel est autorisé à porter le voile et ça ne fait pas débat. Je me suis pas dit le voile, pas le voile, je me suis même pas posé la question. Quoi. Moi, je revenais de Londres, je voulais un job étudiant. C'est pas la question que je me suis posée en me disant est-ce qu'on va m'accepter ou pas voilée ici. Non, j'ai postulé et voilà. Heureusement qu'il y a des commerces qui sont là pour que ces gens-là puissent travailler. Celles qui portent un voile, qu'ils ont bac plus 3, bac plus 4, enfin, ou bac moins 10, le problème n'est pas là. Et elle veut travailler. Au Magdal, il n'y a pas de problème. Non, non, je parle en général. Elle ne peut pas. En France, le port de signes religieux en entreprise est autorisé tant qu'il ne porte pas atteinte au fonctionnement de l'entreprise ou qu'il ne pose pas de problème de sécurité. Mais les femmes voilées se retrouvent bien souvent éloignées du marché du travail. Des discriminations qui, selon Hakim, favorisent le communautarisme. À Saint-Denis, Hakim a un nouveau projet ambitieux, ouvrir la plus grande mosquée du département. Cet après-midi, il a rendez-vous avec le futur imam de la mosquée pour faire un état des lieux du chantier qui a commencé il y a 9 ans. À quelques centaines de mètres de la basilique des Rois de France, le minaret de la mosquée fait désormais partie du paysage. Salam alaikum. Ça va? Tu vas bien? Ça va? Ouais, toi? Ahmed est le futur imam. Les deux hommes espèrent inaugurer leur nouveau lieu de prière dans quelques semaines. Mais il reste encore de nombreux détails à régler. On commence à voir clair. Le plus gros, il est fait, là. L'adjoint au maire a vu les choses en grand. Une salle de prière de 300 mètres carrés réservée aux hommes. Juste au-dessus, en mezzanine, l'espace des femmes fait 100 mètres carrés. Au total, cette mosquée magistrale devrait coûter 7 millions d'euros, une petite fortune. Alors pour la financer, Hakim et Ahmed ont dû faire une collecte de fonds par Internet. On a créé le premier mosquéton de France. Ça m'est venu comme ça à l'idée en disant, tiens, on parle du Téléthon, on parle du Sidathon, on parle de tonton. J'ai dit, ah, tonton, pourquoi pas mettre mosquéton? Et là, c'est l'idée, puis bon, on a lancé. Et c'est vrai que ça a été très bien perçu par la communauté. Les dons ont majoritairement afflué de France, mais 15% de la somme provient de l'étranger, notamment de l'Arabie Saoudite. L'État wahhabite a lui-même versé 800 000 euros. Pour le trouver, ça m'a pris du temps. Pour Hakim, comme pour Ahmed, c'était la seule solution pour que cette mosquée sorte de terre, une nécessité selon eux.
pour pouvoir bien transmettre les valeurs de l'islam, il faut des lieux pour. Et pour bien étudier, il faut quand même que ce soit convivial et que les enfants veulent venir. Pour moi, c'est même un devoir à l'institution ou à l'État d'organiser l'islam, mais de l'accompagner de façon à ce que les musulmans peuvent se prendre par la main pour enlever toutes les ambiguïtés, tout ce qu'on rencontre actuellement, et chacun interprète comme il veut cet islam, et puis on tombe dans les excès. Dans quelques semaines, Hakim espère recevoir ici tous les musulmans de Saint-Denis pour une inauguration en grande pompe. Dans la ville, la forte présence de populations étrangères n'est pas sans conséquences. À l'hôpital de La Fontaine, le personnel soignant a dû s'adapter, notamment à la maternité. C'est l'une des plus grandes de France et aussi l'une des plus complexes. Car ici, en plus des questions médicales, les médecins doivent constamment composer avec la diversité de la population. À 30 ans, le docteur Anne-Charline travaille aux urgences de cette maternité depuis 7 mois. Et c'est toujours avec un peu d'appréhension que cette jeune interne commence son service tous les matins. On se dit qu'il va falloir prendre un café pour assurer la journée, parce que certainement qu'un vendredi, il va y avoir beaucoup de monde. Mais heureusement, je suis avec Ralph et on va bien travailler tous les deux. Son collègue Ralph arrive du Liban. Il est ici pour terminer ses études. Et s'il est précieux aux yeux de l'équipe, c'est aussi parce qu'il parle arabe, une qualité essentielle dans cet établissement. Dans la salle d'attente, 15 personnes font déjà le pied de grue, la plupart d'origine étrangère. Alors avant de les recevoir, Anne-Charline se pose souvent la même question. Elle parle arabe, elle, ou français? Je ne sais pas. Tu l'as pas enregistré? Ce sera la surprise. Alors, madame. Sa première patiente d'origine syrienne est enceinte. Elle consulte car elle souffre de forts maux de ventre. Venez, asseyez-vous sur la petite chaise verte. Pour comprendre l'origine de ses douleurs, Anne-Charline veut d'abord connaître ses antécédents médicaux. Mais très vite, la consultation se transforme en dialogue de sourds. Les enfants accouchés normal ou césarienne? Normal? Non. L'accouchement? Les bébés? La bébé? Oui, vos 3 enfants. Bah, la bébé, quand même. Oui. Normal? Heureusement, Anne-Charline peut compter sur son collègue. Tu peux par hasard faire une petite traduction en arabe pour une dame ou pas? Oui. Ouais. ايه نتكلم عربي منيح. كم مرة عملتيها؟ عملت عندي 4 أولاد. عملية. En arabe, le problème est vite réglé. Rien de grave, juste les symptômes normaux du début de grossesse. La patiente rentrera chez elle avec une simple ordonnance. Ici, les médecins ont appris à jongler avec près d'une dizaine de langues. Mais il y a un sujet sur lequel ils ne transigent jamais, la laïcité. Bonjour madame. Allez-y, entrez. Au même moment, l'un des collègues d'Anne-Charline, le docteur Ambroise, reçoit ce couple originaire d'Algérie. Enceinte, la femme souffre elle aussi de maux de ventre. Le docteur doit s'assurer que la mère et l'enfant ne sont pas en danger. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir qu'on vous examine. Ensuite, on fera une échographie. Une échographie qui se fera par au-dessus, par le ventre. Et ensuite, on fera une échographie par voie vaginale, d'accord? Qui nous permettra de mieux voir au niveau de l'utérus et des ovaires. Mais au moment de démarrer l'examen, il y a un problème. Comment? Juste, cherche pour une femme pour les photographier. Alors, ça, on peut pas. De confession musulmane, la femme refuse d'être examinée par un homme. Le docteur Ambroise se retrouve dans une situation embarrassante. C'est pas la politique du service. Si vous considérez qu'il vous faut absolument une femme, ce n'est pas si urgent que ça. Et après, il y a des cliniques, vous pouvez aller dans une clinique pour aller voir si c'est une femme, d'accord? Ces demandes sont minoritaires mais pas exceptionnelles. L'hôpital a donc dû mettre en place une charte. Ici, la laïcité n'est pas négociable. Mais pour ne pas laisser repartir sa patiente sans solution, le docteur va lui proposer un rendez-vous dans une clinique privée. Le problème, c'est que c'est payant. Mais à la clinique, Est-ce que je peux monter? Ah, voilà. Ah, écoute.
Le médecin craint que sa patiente n'aille pas se faire examiner. Alors il tente tout de même de la convaincre une dernière fois. Et elle peut saigner. Et elle peut en mourir. D'accord? Le docteur va finalement avoir gain de cause, en partie. Ce sera non pour les examens vaginaux, mais la femme accepte tout de même l'échographie. L'examen n'est pas suffisant pour évacuer tout risque, mais les premières constatations sont plutôt rassurantes. Et bloqué. La mère et l'enfant ne semblent pas être en danger immédiat. Ça, c'est le bébé. On le voit pas bien. Il est petit. Il est grand comme ça. D'accord? Hein? Ce jour-là, la patiente n'acceptera pas la suite des examens. Au revoir. Une situation que le docteur Ambroise a toujours du mal à admettre. C'est dangereux. On considère que c'est dangereux, on essaie de lui expliquer, on prend le temps de lui expliquer et on essaie de comprendre pourquoi elle se met en danger et on n'y arrive pas. Ah, c'est toujours difficile. Au même moment, d'autres patients attendent leur tour. Exercer la médecine à Saint-Denis, c'est être confronté à des problèmes de culture, mais aussi à l'extrême précarité. Ici, 1 habitant sur 3 vit en dessous du seuil de pauvreté. L'hôpital de La Fontaine a même sa petite réputation. On dit que lorsqu'on est passé à De La Fontaine, on a un peu fait le Vietnam, tant par l'activité que par la population. Quand on est passé à De La Fontaine, après on peut passer partout. Voilà, on peut passer absolument partout. Si vous voulez, il y a De La Fontaine et ensuite il y a Mayotte. Mais c'est vrai, c'est pas un mensonge, c'est pas péjoratif, c'est très formateur pour les internes, pour les chefs, pour tout le monde. S'ils sont nombreux à vouloir exercer à Saint-Denis, rares sont ceux à y rester pour y faire carrière. D'autant qu'à la nuit tombée, l'équipe médicale doit affronter l'autre réalité de Saint-Denis, la violence. Il est à peine 20 h. À l'accueil, Thierry l'infirmier est agacé. Ok, je vais prendre des gants, camoufler les dégâts. Un homme victime d'agression vient d'être amené par les pompiers et il est fortement alcoolisé. Montrez sur moi, il en met partout. Allez-y, monsieur. Asseyez-vous, monsieur, on va faire des points de suture à la pommette. Faut pas voir comme ça, c'est pas bon. Eh oui. Une plaie de la pommette, une plaie de l'arcade à suturer, mais c'est très difficile à gérer. Je fais n'importe quoi. Je sais pas s'il s'est baissé dessus ou s'il était dans l'eau. L'homme n'a pas tous ses esprits, mais apparemment, il semble souffrir atrocement. Il a reçu un coup de poing au visage. La blessure n'est pas trop profonde. Alors en attendant qu'un médecin se libère, c'est une infirmière qui s'occupe de lui. Vous avez bu? J'ai vu. Et ça c'est quoi? C'est une bagarre, c'est quoi? Non, c'est pas entre nos amis. Entre amis? On passe pas des amis là. Allez-y. Allez. Alors asseyez-vous. Allongez-vous même. Allez-y. Lâchez le téléphone là, un peu. Le patient passera la nuit ici. Il s'en sortira avec des points de suture et un bon mal de tête. À côté, Thierry s'occupe d'un autre homme blessé dans une bagarre. Ce soir, il prendra en charge une dizaine de patients victimes de coups et blessures. Derrière cette violence se cache un fléau qui gangrène tout le territoire, le trafic de drogue. Saint-Denis est situé aux portes de Paris. Ici, chaque quartier a sa spécialité. Dans le centre-ville, c'est le royaume du L'axe principal de la commune, la rue de la République, est même devenu le repère des toxicomanes. Ils sont une trentaine à y survivre. Lasciatemi cantare, una chitarra in mano. Cette femme, que nous appellerons Isabelle, est accro au depuis plus de 10 ans. Sa journée commence par un brin de ménage dans ce couloir de parking du centre-ville où elle dort depuis plusieurs mois. Elle en a même décoré les murs. Son histoire, c'est celle d'une descente aux enfers. D'origine africaine, Isabelle arrive en France alors qu'elle n'a que 10 ans. Des années plus tard, un divorce,
Une mauvaise rencontre et elle plonge dans le... À peine le ménage terminé, le manque commence déjà à la ronger. Le matin, c'est qui est dans ma tête, c'est normal. Le corps le demande. Si je ne fume pas, t'as mal. C'est psychologique. Le c'est un mélange de et d'ammoniac. Une drogue hyper addictive et destructrice. Quelques minutes d'absence avant un brutal retour à la réalité. Aujourd'hui, Isabelle n'aura pas le temps de fumer toute sa dose. Elle est dérangée par un autre consommateur de... Regarde, viens ne pas crier. Pousse-toi, tu vas ici. Pousse-toi. Ça va les couilles, tu n'as pas honte. Franchement, tu débile quoi. Tu ridiculises ton ennemi. Ça, c'est une merde, tu me dis quoi là? C'est quoi ça? Ça te séduit bien. C'est les esclaves. Les cris ont rameuté d'autres toxicomanes. En bas de l'escalier, ils sont une demi-douzaine à s'être rassemblés. Alors Isabelle préfère décamper au plus vite, car sous l'emprise du ils sont imprévisibles et un rien peut déclencher une bagarre. Voilà. Venez. Elle passe la majeure partie de son temps dans ce parking. Elle y a ses petites habitudes. Pour payer sa dose de Isabelle fait la mendicité. Chaque jour, c'est son obsession, récolter la somme qui lui permettra de s'acheter sa drogue à la nuit tombée. Il est 22 h. Dans le centre-ville, c'est le début d'un étrange manège. La plupart des toxicomanes se dirigent vers le même endroit. À 2 pas de la rue de la République, la rue du Corbillon. C'est ici que les terroristes du 13 novembre 2015 avaient trouvé refuge. C'est ici que se trouve le squat, où ils achètent leur dose. Nous décidons de les suivre en caméra cachée. À la porte, un homme filtre les entrées. Non, je peux pas. Après quelques minutes de négociation, nous parvenons à nous faufiler à l'intérieur. C'est bon, je peux ou pas? Nous retrouvons Isabelle en pleine discussion avec cet homme qui porte une doudoune bleue. C'est le dealer. Avec 3 autres toxicomanes, Isabelle passera la nuit ici à fumer du... Chaque soir, elle répète le même scénario, inlassablement. À Saint-Denis, la lutte contre ces trafics est devenue la priorité des forces de l'ordre. Dans un territoire où le taux de chômage atteint 40% chez les jeunes, le trafic de drogue est un secteur économique parallèle qui générerait beaucoup d'argent, près d'1 milliard d'euros sur tout le 93, selon une étude du parquet de Bobigny. Un jackpot pour les délinquants, un casse-tête pour les policiers. Au commissariat central du 93, les policiers de la BAC territoriale sont chargés de combattre la délinquance dans tout le département. Mais régulièrement, ils concentrent leurs efforts à Saint-Denis. T'as sorti ton taser ou pas? Ouais, Leurs missions peuvent être périlleuses, alors par mesure de sécurité, ils ont tenu à rester anonymes. Ça va? Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? À leur tête, le capitaine, que nous appellerons Benoît. Aujourd'hui, avec ses hommes, il a décidé de patrouiller dans les quartiers nord de la ville. Une zone contrôlée par les dealers, où le trafic se déroule au vu et su de tous. Pour les arrêter, les policiers tentent de les surprendre en flagrant délit, mais face à eux, les trafiquants sont très organisés. À peine arrivés au pied de la cité, des cris retentissent. Ils crient parce que vous arrivez, c'est ça? Voilà. Tous ceux qui sont capuchés, en fait, c'est des pus. Bah, nous, on appelle ça des pus, du coup, parce qu'ils disent pus. Et donc, en fait, là, le dealer, qui est peut-être là, peut-être dans ce bâtiment-là, il est en train de s'arracher. Ça pue est en fait le cri d'alerte des dealers pour prévenir de l'arrivée de la BAC. Là, je viens de rentrer dans Jaurès. C'est bon?
Donc là... Face à eux, cet homme penché à la fenêtre de la voiture bleue. Les policiers le soupçonnent de vendre des produits stupéfiants. La course-poursuite s'engage aussitôt. Mais dans ce labyrinthe, pas facile de s'y retrouver. 3 minutes de course folle et à l'arrivée, le suspect a disparu. L'équipe parviendra seulement à mettre la main sur cet homme venu s'approvisionner. Comme vous voyez, il y a pas mal d'issues. Ça court à notre arrivée, donc on ne sait pas qui a fait quoi. Il y a des gens qui courent pour rien juste parce qu'ils nous ont vus, et juste parce qu'ils ont entendu qu'on arrivait. Et donc c'est difficile après de cibler qui est qui. Et donc là, en l'occurrence, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Les poches vides, l'individu ne sera pas interpellé. C'est un acheteur ? Les policiers effectuent régulièrement des saisies records. Mais de l'aveu même du capitaine, c'est une guerre sans fin. En fait, c'est une telle ressource financière qu'ils ne renonceront jamais à ça. Parce que c'est une manne. C'est une manne pour les voyous, mais c'est parfois également une manne, c'est malheureux à dire, mais pour les familles, pour tout ça, quoi. C'est une source de revenus, quoi. Pour un chou, ça peut aller de 30 € à 50 € avec un grec et une canette, hein, il leur faut pas grand-chose. La journée ? Ouais. Ou un vendeur, ça dépend si c'est un point de blanche ou de l'herbe ou de la résine, ça peut aller pareil de 50 à 100, 150, 200 € la journée. Tout dépend du rendement du point de deal, tout simplement, en fait. Drogue, violence, pauvreté. Ce cocktail explosif a créé une tension constante dans la ville. Mais ces dernières années, Saint-Denis a su offrir un tout autre visage. Depuis l'ouverture du Stade de France en 1998, des dizaines d'entreprises du CAC 40 ont peu à peu élu domicile de l'autre côté du périphérique. Mais en choisissant de s'installer ici, elles ont dû prendre des mesures de sécurité draconiennes pour protéger leurs salariés. Ils sont chaque jour 27 000 à travailler dans ce nouveau quartier d'affaires au sud de la ville. Parmi eux, Brigitte Segal. Tous les matins, depuis 1 an, elle quitte son domicile des beaux quartiers parisiens pour se rendre à Saint-Denis. Moi, j'adore venir ici. J'adore venir ici, j'adore mon bureau. Brigitte travaille à la Cité du Cinéma, une entreprise unique en France qui attire les plus grandes stars de la planète. 62 000 mètres carrés flambant neufs, entièrement dédiés au 7e art. Comme la plupart des sociétés installées à Saint-Denis, cet Hollywood à la française est ultra sécurisé. Avant d'y entrer, il faut montrer patte blanche. Bonjour. C'est bon ? Ça, c'est systématique. C'est un site privé, gardé. Et on ne peut rentrer que si l'on est invité ou si on travaille ici, si on a une raison d'être ici. Après la fouille, Brigitte doit encore passer une dernière barrière avec son badge. Si ce lieu est si bien gardé, c'est qu'il renferme des trésors. Derrière ces grandes portes métalliques se cachent des plateaux de tournage. Ils ont été imaginés et conçus par le réalisateur français Luc Besson. Partout dans la cité, on retrouve sa marque, comme ces maquettes qui ont servi à tourner ses plus grands succès et d'autres qui font aussi l'admiration des visiteurs autorisés à pénétrer les lieux. Je trouve que de voir les voitures conservées dans les films, ça fait rêver. On se rappelle de plein de choses et puis c'est vrai que c'est beau, on les voit pour de vrai, donc ça a existé pour de vrai, la DeLorean a existé pour de vrai. Allez, en golfette. Elles sont pas belles, mes golfettes? Mais elles sont magnifiques. Hein? Le matin, Brigitte fait sa tournée d'inspection pour saluer ses clients, des producteurs qui paient une petite fortune pour réaliser leurs films ici. Donc là, nous approchons du plateau 1, où se tourne en famille. Donc je vais suivre les instructions du régisseur général, ne pas commettre d'impair. On coupe les portables. Tout le monde en Coupe les vibreur. portables. Absolument.
Hop. En famille, c'est une série humoristique bien connue des téléspectateurs. Action. Les aventures quotidiennes des Kervelec, 3 générations de Français tiraillés entre petits tracas et gros soucis. En coulisses, Brigitte s'assure que ses clients sont satisfaits. Bonjour, comment tu vas? Tu vas bien? Ouais, très bien. Rien ne laisse à penser que nous sommes au cœur de l'une des villes les plus violentes de France. D'ailleurs, la plupart des personnes qui travaillent à la Cité du Cinéma ne connaissent de Saint-Denis que ses plateaux de tournage, Brigitte en tête. Je suis allée une fois seulement dans Saint-Denis à la mairie. Donc c'était une mairie comme une mairie. J'ai pas eu de problème, mais moi je ne suis pas très familière avec Saint-Denis. Et pour cause, comme la plupart des entreprises de Saint-Denis, la Cité du Cinéma fonctionne à huis clos. Les 500 salariés du site ont à disposition 2 restaurants, une salle de sport et même une crèche. Un village en miniature. Je vais vite faire un petit tour d'horizon. Et pour ceux qui ne viennent pas au bureau avec leur voiture, un service de navette a été mis en place jusqu'à la station de métro la plus proche. Bon, ben moi j'y vais. À demain. Bonne soirée. 18h. Les employés quittent le travail. Au pied des bureaux, un chauffeur les attend pour les emmener jusqu'au métro, situé à moins de 500 mètres. Un service VIP indispensable pour assurer leur sécurité. Soyons honnêtes, ça a été un petit peu mis en place pour ça au départ, parce qu'il y a eu quelques agressions. Mais bon, après, franchement, pour avoir fait le trajet des milliers de fois, voilà, ça peut arriver comme partout en fait, c'est un peu ça le problème. On passe pas par ici en pensant qu'on va se faire agresser en sortant de la Cité du Cinéma. C'est vrai que le soir, c'est un gain de temps en partant à 19, 20 heures, ça dépend. C'est vrai que c'est pas très agréable cette allée de Seine la nuit, quoi, en fait. Comme la Cité du Cinéma, la plupart des entreprises ont leur propre navette. Aux heures de pointe, leur va-et-vient est permanent. Et pour protéger les salariés qui préfèrent se rendre à pied au métro, des médiateurs surveillent leurs allées et venues. Aujourd'hui, le quartier d'affaires est le moins dangereux de la ville. Il attire toujours plus d'entreprises, car ici les prix de l'immobilier sont parmi les plus bas d'Île-de-France. À la location, le mètre carré de bureau vaut une vingtaine d'euros par mois. C'est presque 3 fois moins cher qu'à Paris. S'il y a autant de bonnes affaires à Saint-Denis, c'est notamment parce qu'en matière de tarifs immobiliers, c'est la municipalité qui impose sa loi. À la mairie, une équipe d'employés municipaux est spécialement chargée de réguler le marché. Une pratique assez exceptionnelle en France. À droite de l'image, cet homme s'appelle Didier Paillard. C'est l'ancien maire de Saint-Denis. Ça va Stéphane? Bonjour, je suis Redrich. Et voici Stéphane Peu, en charge des affaires immobilières. Allez, à bientôt. À 54 ans, c'est l'un des hommes les plus influents de Saint-Denis. Car avec une dizaine d'employés, c'est lui qui a la main sur les 40 000 logements du parc immobilier de la ville. Et voilà la petite start-up. Moi, je signe, mais celui qui instruit tout, c'est lui. Leur mission, passer au crible tous les biens mis en vente à Saint-Denis. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, s'ils estiment que c'est nécessaire, ils peuvent empêcher une transaction en utilisant leur droit de préemption. C'est un droit dont disposent tous les maires de France pour réaliser de grands projets immobiliers. S'il n'y a pas de loup, la vente se fait. Et s'il y a un loup, eh ben on préempte. Ça arrive quelquefois. Ça arrive quelquefois. Le droit de préemption permet à Stéphane Peu et à son équipe d'être prioritaires sur les autres acheteurs lors d'une vente. Sa municipalité fait alors une offre d'achat à un prix plus bas et il est difficile pour un vendeur de contester. Non, ça va. Dans sa ville, Stéphane Peu utilise cette loi à tour de bras. L'an dernier, il a préempté pas moins de 50 biens. Toutes les villes ne sont pas obligées d'avoir des droits de préemption renforcés. Nous, on a un droit de préemption renforcé. Ça veut dire que toutes les ventes doivent être visées par la mairie. Je les signe toutes les ventes. Ça s'appelle pas contrôler le marché, ça?
Ça s'appelle gérer avec précision une ville. Si Stéphane Peu met en œuvre cette politique, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est la lutte contre les marchands de sommeil. À Saint-Denis, c'est un fléau. Plus de 8000 logements insalubres sont exploités par des propriétaires peu scrupuleux qui s'enrichissent sur le dos de locataires démunis. Ce matin, l'adjoint au maire doit inspecter un hôtel en pleine rénovation qui a été préempté et racheté à l'un de ces marchands de sommeil. Bonjour. On fait la petite visite. Le bâtiment de 4 étages fait 560 mètres carrés. Stéphane Peu projette d'y aménager 13 logements comme celui-ci. Ça, c'est un F3, ça. Auparavant, l'hôtel était composé d'une vingtaine de chambres de 9 mètres carrés que le propriétaire louait 650 € par mois. Un scandale pour l'élu qui a mis fin à cet écœurant business. On a fait ce qu'il fallait pour sortir le propriétaire, pour mettre un terme à cet hôtel qui en était pas un, parce que c'était suroccupé, insalubre, pas entretenu. Il y aurait eu un incendie dans cet hôtel, ça aurait été absolument dramatique. Hein. En 6 ans, grâce au droit de préemption, la mairie a pu réhabiliter 247 logements insalubres. Mais il y a une autre raison qui pousse Stéphane Peu à utiliser cette loi. C'est la lutte contre l'inflation et la spéculation. Le droit de préemption lui permet de réguler le marché et de plafonner un prix au mètre carré à 4 500 €. Aujourd'hui, nous, ce qui nous importe, c'est que le salariat, dans la diversité des professions supérieures, des cadres intermédiaires, des couches moyennes, puisse vivre dans cette ville. Et pour qu'elle puisse y vivre, il faut qu'on puisse avoir des logements de qualité à des prix raisonnables. Cette politique de contrôle des prix a permis à des habitants démunis d'accéder à la propriété, mais elle a des effets pervers. Elle ne favorise pas la mixité sociale. Rares sont les foyers aisés qui s'installent à Saint-Denis. Et ceux qui investissent dans la cité du 93 s'en mordent parfois les doigts. C'est le cas de Wari Germat. Tu vas bien? Ça va, ouais. À 43 ans, cet ancien trader possède à Saint-Denis plusieurs biens immobiliers, notamment cette petite boutique qui est aujourd'hui fermée. C'est un local dans un immeuble haussmannien. Il fait 71 mètres carrés. Il y a une grande pièce principale avec une grande vitre. Ça, c'était la deuxième pièce qui sert de bureau. Et derrière, il y a encore une autre pièce. Wari a acheté ce local commercial il y a 13 ans. Il l'a payé 89 000 €. Pendant des années, il l'a loué à un assureur, 2 300 € par mois. Une bonne affaire, en apparence seulement, car lorsqu'il a voulu le vendre, la mairie s'y est opposée et elle l'a préempté. Je voulais le vendre 360, ce qui n'est pas cher. Et il me propose 180 000 €. Je perds théoriquement 180 000 €. Je sais pas, ils doivent penser que je travaille dans le pétrole, que l'argent, je le ramasse. Voilà. Ils m'ont proposé 180 000 € en moins. Normal. C'est dégueulasse. Parce qu'ils interviennent dans la vente entre deux particuliers sans aucune raison valable. Le seul recours, c'est la justice, mais les procédures peuvent durer plusieurs années. Alors à contre-cœur, Wari a préféré retirer son bien de la vente et il a refusé la proposition de la mairie. Pourquoi la municipalité a-t-elle décidé de préempter son bien? Wari a sa théorie. Pour lui, l'encadrement des prix vise à décourager les foyers plus aisés qui voudraient s'installer dans la ville. C'est une politique de ghettoisation. On critique toujours les villes riches comme Neuilly ou comme le Raincy qui ne veulent pas de pauvres ou de logements sociaux, mais on oublie souvent qu'il y a des villes comme Saint-Denis qui ne veulent pas de cadres moyens. Ce n'est pas leur électorat. L'électorat qui va arriver, le nouvel électorat, de cadres moyens ne vote pas communiste. Ils votent socialistes, ils votent centristes, ils votent à droite, mais ils votent pas communistes, très peu. À part quelques intellectuels, voilà. Mais sinon, quelques bobos qui sont artistes, mais ils votent pas communistes. Beaucoup de villes sont passées à droite parce qu'il y a eu une classe moyenne qui est arrivée.
La politique mise en œuvre par les élus de Saint-Denis a-t-elle pour objectif de favoriser l'accueil des populations plus démunies, plus promptes à voter communiste? Il y a quelques années, Stéphane Peu, l'adjoint au maire, avait déclaré dans un hebdomadaire français qu'avec 5000 foyers bobos de plus dans la ville, son parti perdrait le pouvoir. Il a par la suite démenti avoir tenu ses propos. Mais à Saint-Denis, le taux de pauvreté est aujourd'hui 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. Et paradoxalement, la création du quartier d'affaires dans le sud de la ville n'y a rien changé. Rares sont les habitants de Saint-Denis à être embauchés dans ces entreprises. Chaque jour, 2 mondes se côtoient sans jamais se rencontrer. À l'autre bout de la ville, l'ambiance est à la fête. C'est aujourd'hui qu'Hakim inaugure sa nouvelle mosquée. Un événement qui devrait faire date. Les travaux ne sont pas encore tout à fait terminés, mais l'adjoint au maire a tenu à marquer le coup en organisant une journée porte ouverte. Tu vas bien? Ça va. Ça va, c'est le grand jour, c'est le jour J là. Ah oui. On est là, on est là. Ça fait quoi? Ahmed est l'imam. Pour lui, comme pour Hakim, cette mosquée est l'aboutissement de 10 ans de travail. Alors c'est avec émotion que les 2 hommes accueillent leurs invités. Des habitants du quartier et des élus locaux comme Stéphane Peu, qui ont tenu à être présents pour afficher leur soutien au projet. C'est important pour la ville, parce qu'on est une ville qui, depuis 120 ans, est une ville d'immigration, d'intégration. Et il faut que chacun vive ensemble avec ses cultures de référence. C'est ici qu'il faut réussir la laïcité du XXIe siècle. C'est à Saint-Denis, c'est en Seine-Saint-Denis. C'est ça le défi qui est le nôtre. Le vrai défi, il est dans nos territoires. Il est ici de réussir à montrer que ça peut marcher. Stéphane, on va faire le guide là. Cet après-midi, dans tous les esprits, la même crainte. La montée du radicalisme islamique et la vague d'attentats qui touche la France entière. Rapprochez-vous. Mais pour l'heure, Hakim et Ahmed profitent de leur petit moment de gloire. Hier, on a construit la basilique de Saint-Denis. Aujourd'hui, on a construit la grande mosquée de Saint-Denis, qui fera partie du patrimoine de la ville de Saint-Denis. Et une fois de plus, on vous remercie pour votre participation et votre venue. En ouvrant la plus grande mosquée du département, Saint-Denis écrit une nouvelle page de son histoire. Mais entre violence et pauvreté, les défis à relever sont encore nombreux pour que ces 110 000 habitants parviennent à vivre ensemble.